En ce moment, en stream, on se fait la saison 4 de Wakfu. Et force est de constater qu'on a bien fait d'attendre aussi longtemps. Pouvoir voir les dernières aventures de personnages que pour beaucoup d'entre nous ont connus depuis des années, les ayant vus grandir autant que nous, voire même plus, eh ben ça fait quelque chose. Car oui, si des personnes ne le savent pas, cette saison sera probablement la dernière. Et c'est une bonne chose. Je trouve personnellement que ça change de certaines histoires où le héros ne semble pas vouloir grandir. Ici, on sent le poids du temps agir sur nos personnages, mais aussi celui de leurs choix ainsi que de leurs conséquences. Je pense que vous l'avez compris, j'aime beaucoup Wakfu. Une seule vidéo pour en parler me paraît bien trop peu pour pouvoir vous partager tout ce qui me plaît dans cette série. Donc aujourd'hui, on va plutôt parler d'un seul élément qui aura grandement contribué au succès et l'attrait que j'ai pour cette œuvre. Je parle de ses antagonistes. L'univers de Wakfu est très riche, vous allez voir, malgré le fait qu'on parle que de quelques personnages, on va devoir effleurer énormément d'éléments de lore. Mais j'irai à l'essentiel parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment savoir pourquoi ces antagonistes sont aussi mémorables, parfois bien plus que les personnages principaux. On a tous vécu au moins une fois dans notre vie un moment où à chaque fois que l'on s'en souvient, on souhaiterait pouvoir remonter le temps afin d'effacer ce que l'on a fait. Pas forcément quelque chose de grave en soi, peut-être c'était un événement où l'on se trouvait simplement gênant. Mais quelle que soit la raison, cela découle toujours d'un sentiment bien particulier, le regret. Quelque chose qui nous concerne un peu tous et qui nous liera donc avec le premier antagoniste de Wakfu, j'ai nommé Nox. Pour une série qui faisait ses débuts, on nous offrira directement du très lourd. Dès son introduction, son style si particulier se fera ressentir. Sinistre mais bavard. Dérangé mais qui semble plutôt méthodique. À l'époque, ce qui m'aura frappé en premier, c'est le soin qui aura été mis autour de son identité sonore. Vous savez, ceux de ses téléportations, de toutes ces machines, ainsi que l'immense horlogerie qui l'accompagne. Aussi bien sonore que visuel, l'entièreté de son design nous rappellera à chaque apparition son instoppable avancée, drainant la moindre parcelle d'énergie présente en toute vie. Mais la souffrance qu'il causera n'aura d'égal que son tragique passé. Car il y a de cela 200 ans existait un homme qui se nommait Noximilien, un simple représentant de la race des Xelor, qui sont caractérisés par leur capacité à influencer le temps, en tout cas pour les plus doués. Et Noximilien, c'est loin d'être un prodige dans ce domaine, c'était même les bas-fonds en termes de capacité. Il n'était qu'un simple horloger qui peinait à nourrir sa petite famille. Mais malgré la pauvreté, il était proche de ce qu'on s'accorde à appeler le bonheur. Sauf que restait en lui tapis un certain désir de reconnaissance, une ambition, celle de prouver au monde ses talents d'inventeur de génie, et avec cela pouvoir offrir une meilleure vie à sa femme et ses enfants. Ce souhait sera amplifié par la découverte d'un objet qui happera toute son attention, l'Héliacube. J'aimerais vous parler de tous les mystères qui entourent cet artefact, mais la seule chose qu'il faut retenir, c'est que l'obsession que prendra Nox pour cet objet est totalement justifiée. La simple étude de ce dernier lui aura permis de maîtriser les sorts les plus avancés que ses semblables peuvent un jour espérer, finissant par passer jour et nuit à essayer d'un peu mieux comprendre cet objet, qui semblerait presque lui parler. Et vous commencez peut-être à le comprendre, sa nouvelle passion était en train de lentement influencer sa santé mentale. Les premières personnes à s'en rendre compte ne seront autres que sa propre famille. L'inquiétude de son état poussera sa femme à se réfugier quelque temps loin du domicile familial, en espérant faire enfin réagir son mari. Et cela finira par fonctionner. Il lâchera enfin du regard le cube afin de se tourner de nouveau vers les siens. Sauf qu'il était déjà bien trop tard. Une catastrophe sans précédent aura eu raison de la vie de l'entièreté de ceux qu'il chérissait le plus. Certains d'entre nous auraient sombré directement dans la tristesse, mais pas Noximilien. Le cube avait déjà eu raison, et bien de sa raison. S'il avait su maîtriser les sorts temporels aussi facilement grâce à l'Héliacube, alors couplé à son génie, il serait tout à fait possible de pouvoir remonter le temps, et ainsi effacer son horrible erreur.
C'était devenu une certitude. Avec assez d'énergie, il pourrait le faire. Qu'importe les moyens, les vies qu'il ôtera, s'il réussit, ses crimes seront de toute manière balayés dans les couloirs du temps. Et c'est ainsi que naîtra réellement Nox et le début de sa quête. Volant la vie et l'énergie des plus grandes entités de son monde, il ne sèmera que la mort et la destruction dans l'espoir de pouvoir revoir les siens. C'est là qu'on commence à comprendre pourquoi je dis antagoniste et non méchant quand je parle de Wakfu. Nox est un parfait exemple, car il vient jouer sur notre moralité. Seriez-vous capable des pires atrocités afin d'annuler vos erreurs du passé? En soi, tout découle que d'une simple bonne intention, donc c'est assez difficile de lui en vouloir. Mais en même temps, comme ses plans se sont révélés malheureusement inaccessibles, les conséquences sont là. Des morts, une race qui aura frôlé l'extinction et surtout beaucoup de larmes, dont celles de nos héros qui iront jusqu'à se sacrifier pour l'arrêter. Mais quand on parle de larmes, il y a aussi celle de Nox, qui en se rendant compte de tout ce qu'il a fait, il fera le choix de disparaître. Ce qui est fort avec ce personnage et que beaucoup d'entre nous s'accordent sur ça, c'est que Nox est le personnage le plus humain de Wakfu. Il n'est pas mauvais mais fera du mal et ne sera pas bon mais aura de bonnes intentions. Ce qui doit grandement influencer l'étrange subtilité de ce personnage, c'est sûrement le fait que Thoth, son créateur, y aura mis une part de lui. Celui d'un père de famille qui se sera laissé dépasser par sa passion, dans laquelle il s'était plongé dans l'espoir que cette dernière lui permettait d'enfin prendre soin de ses proches. C'est probablement ce qui fait de Nox le personnage le plus humain et le mieux écrit de la série. Et c'est vraiment pas vous qui irez me contredire. On comprend ce qui l'a poussé à agir, mais on ne sera que terrifié des horreurs qu'il aura faites par la suite. En bref, il rejoindra la liste de ces méchants qui auront su jouer sur notre vision de la morale. Et cet étrange jeu de moralité sera prolongé par le prochain antagoniste. Personnellement, c'est mon préféré et vous allez vite comprendre pourquoi. Je me dois de parler un peu du personnage principal de Wakfu, Hugo l'Héliatrope. Jusqu'alors, il nous est présenté comme un être bien mystérieux, et dont les origines étaient encore inconnues. Et la clé pour en savoir plus, ce n'était autre que l'objet qui avait poussé Nox dans sa folie destructrice, l'Héliacube. Oui, vous allez voir, cet objet suivra nos personnages pendant encore bien longtemps. Ce dernier nous laissera enfin faire la connaissance d'un autre Héliatrope, Quilby, ou Kilby, je sais pas comment vous le prononcez. En bref, le seul autre personnage partageant les origines de notre personnage principal. En tout cas, à ce moment-là de l'histoire. Il se présentera à Hugo en tant que roi du peuple Héliatrope, et nous en apprendra enfin un peu plus. Ces derniers étaient condamnés à l'exil, suite à une guerre qui aura eu raison de leur précédente planète. Enfin, le problème avec ce passage, c'est qu'on se rendra vite compte que ce dernier se sera joué de tout le monde. Effectivement, le peuple de Hugo aura frôlé l'extraction, mais c'est à cause de Kilby et de sa soif maladive de connaissance. Un désir qui aura eu raison de leur précédente planète et qu'il comptera bien réitérer. Mais pour mieux comprendre ses choix, il faut revenir un peu en arrière. Il faut savoir qu'au sein du peuple Héliatrope, les 6 premiers-nés sont assez particuliers. Déjà, ils naissent jumelés avec des dragons au sein du même œuf, qui leur sert un peu de point de sauvegarde, car lors de la mort des 2 jumeaux, ils peuvent se réincarner à l'intérieur. En somme, cet œuf est ce qu'on appelle un Dofus, je sais pas comment vous le dites non plus. Et Kilby faisait partie de ces 6 au même titre que notre personnage principal, et donc possède cette même forme d'immortalité. Sauf que ce dernier est assez particulier, il aura reçu la pire des malédictions à ses yeux. Contrairement à ses frères, il se souvient de chacune de ses vies. Ayant été désigné comme garant de l'histoire de son peuple, sa capacité à tout mémoriser après d'innombrables expériences ne feront que le plonger dans une immense lassitude. Sa planète lui semblait bien trop petite. Là où ses frères peuvent recommencer la même vie à zéro et redécouvrir le monde, ce ne sera pas son cas et cela pendant des millénaires. Pourtant, il en veut plus. Non, il lui en faut désormais plus pour effacer cet ennui. Mais comment convaincre les siens de le suivre dans un plan d'exploration des autres mondes? La réponse qu'il trouvera sera la guerre. Il subtilisera le cœur d'une antique civilisation d'explorateurs, les méchasmes, le transformant en un formidable artefact qu'il baptisera Héliacube. C'est là qu'on comprendra que la folie de Nox aura été causée par les méfaits de Kilby, il y a de ça des millénaires. La création de cet objet causera la destruction de leur planète, mais permettra la fuite des Héliatropes bien loin des méchasmes, ce qui fera de Kilby et les siens, pour son plus grand bonheur, un peuple d'explorateurs.
sillonnant chaque planète afin de trouver un nouvel abri. Et leur voyage arrivera à son terme, au sein du monde des 12, la planète où la série prendra donc place. Sauf qu'arrêter de découvrir d'autres mondes n'était toujours pas dans les plans de notre cher Killby. Il se décidera donc à contacter les méchasmes pour qu'ils retrouvent leurs traces, causant ainsi la presque extermination de son propre peuple. Sauf que le Yugo de cette époque avait découvert les manigances de son frère. Dans un dernier effort, il l'enfermera dans l'Héliacube au sein de la pire prison possible, la Dimension Blanche. Un domaine de vide infini. Et pour un assoiffé de connaissances et de découvertes comme Killby, ce sera l'expérience qui le rendra réellement fou. Là, on a un antagoniste un peu différent de Nox. Là où le premier, on comprendra un peu ses raisons, Killby, lui, aura perdu la sienne, par rapport au fait qu'il est devenu fou. On aura plus de mal à se mettre à sa place. Et c'est justement ce constat qui le rendra fou. Personne ne peut comprendre la malédiction qu'il pèse. Une fin tragique, mais cela ne s'arrêtera pas là. Killby fera son retour pour la saison finale. Ramené hors de sa prison par sa mère, la déesse Héliatrope, il sera présumé comme étant désormais du bon côté. Mais il faut comprendre Yugo et ses amis, le doute persiste. Après tout, c'est assez compliqué de feindre une relation fraternelle avec quelqu'un qui aura fait tant de mal. Surtout qu'au vu des récentes menaces, tout porte à croire qu'un Héliatrope serait derrière tout ça. Donc c'était tout normal de soupçonner de nouveau Killby le traître. Même si il viendra nous donner tous tort. Encore une fois, poussé par son désir de découvrir l'inconnu, il aura réussi là où ses frères et sa propre mère et déesse aura échoué. Je parle de soumettre l'être gardien du monde des dieux, qui est pour la faire courte un méchasme bien plus avancé que celui qui aura donné jadis l'Héliacube. Donc quoi de plus normal que celui qui est à l'origine de la défaite du premier puisse se tenir face au second. Ce combat, au-delà du fait de nous montrer de superbes scènes où l'on verra deux êtres capables de ravager des mondes entiers se faire face, on comprendra une certaine chose. Killby n'est peut-être pas la raison qui a forcé les méchasmes à détruire sa planète, vu que les actions de cette étrange race que sont les méchasmes semblent bien plus mystérieuses que ça. Ce qui nous laisse suggérer que Killby à l'époque avait simplement profité de cette situation pour en tirer avantage, bien que ça le fera passer pour un traître aux yeux de ses frères. Ce qui donc efface une partie des crimes supposés de notre Héliatrope, en tout cas aux yeux du spectateur. Mais ne vous inquiétez pas, il se rachètera auprès de nos protagonistes assez rapidement, car il finira par prouver de nouveau sa valeur face à un méchasme afin de recevoir les armes qui lui permettront de sauver Yugo qui était prisonnier à ce moment de l'histoire. Et hélas, ce sera un choix qu'il fera au prix de sa propre vie. Lui qui aura été toujours montré comme le plus égoïste de sa propre fratrie aura fait l'ultime sacrifice. C'est donc dans un dernier élan qu'il prouvera sa fidélité envers son frère, son roi. Et c'est ce qui donne l'une de mes scènes favorites de la saison 4. Les frères ennemis auront fait la paix et ce sera le plus jeune d'entre eux qui prendra le relais. C'est là qu'on se rend compte que Yugo a toujours été lié d'une manière ou d'une autre à son antagoniste. Mais ça n'aura jamais été aussi vrai que pour le troisième. Pour mieux l'introduire, je me dois de vous parler d'un autre personnage très important dans l'univers de Dofus, Ogrest. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un être devenu immensément puissant, au point que la moindre de ces crises met le monde dans un climat de catastrophe naturelle. Ces simples larmes menaceront un pays tout entier de se faire engloutir, et surtout auront pris par le passé la vie de la famille de Nox. C'est ce que l'histoire aura appelé le chaos d'Ogrest, causé par un être si terrible que les dieux eux-mêmes le craignent. Et Yugo aura dû par la suite l'affronter, dans une bataille d'une ampleur dont le prix sera bien trop lourd à payer, car il a dû user des Dofus afin d'obtenir une force suffisante pour affronter un être dont même les dieux avaient quelque chose à craindre. Et leur simple activation causera un événement assez particulier, vu que qui dit pouvoir divin dit capacité similaire. Yugo causera la création d'une multitude de doubles de lui-même qui finiront par se voir téléporter à l'aube des temps, qui formeront une race à part entière dont ce dernier sera assimilé en tant que dieu et créateur, les Héliotropes. Oui, ils ont pas trop cherché loin pour leur nom. Livrés à eux-mêmes pendant des siècles, ils souffriront du manque de considération de leur part de leurs créateurs qui ignoraient tout de leur conception. Et c'est ce qui les poussera à œuvrer pour renverser ceux qui sont censés les gouverner, donnant ainsi naissance à la confrérie des oubliés, ceux qui souhaitent désormais remplacer les dieux. Ce projet sera mené à terme par le dernier des Héliotropes, le plus expérimenté d'entre eux et surtout celui qui a le plus de ressentiment envers Yugo. J'ai nommé Oropo. Et c'est de là que naîtra la saison la plus controversée de Wakfu.
que personnellement j'ai beaucoup apprécié, mais les critiques s'entendent totalement. Mais s'il y a un élément très intéressant à revenir, c'est le personnage qui est ce fameux alter ego. On comprendra que ce qui le motive est le fait d'avoir la sensation d'être Yugo, de partager ses souvenirs et ses sentiments, mais sans réellement posséder tout ce qu'il a. Là où en parallèle, notre héros cherche plutôt à enfouir les siens. Donc Oropo aura mené tout ce plan afin de pouvoir exprimer tout ce qu'il a eu sur le cœur pendant ces derniers millénaires. Un sentiment d'abandon, de la tristesse, de l'amour et surtout une immense haine poussée par son envie envers son créateur. Et l'aboutissement de son plan consistera à créer une bombe qui détruira tout ce que l'on aura connu jusqu'alors. Un plan qu'il avait gardé secret même aux yeux de sa propre confrérie. Mais une fois révélé, c'est là qu'Oropo aura réellement tout perdu. Tous ceux qui l'aura rassemblé autour de lui ne pourront que désormais s'opposer à ce dernier. À force de s'être acharné à vouloir prendre la place de Yugo, il aura oublié tout ce qu'il aura vécu par lui-même. Qu'au travers de toutes ces aventures, il n'aura pourtant rien à jalouser à son créateur. C'est en se rendant compte de tout cela qu'il décidera de disparaître une bonne fois pour toutes. C'est ainsi qu'Oropo, le dernier des héliotropes, s'éteindra. Encore à ce jour, malgré le fait que ce soit un variant de Yugo, il est l'antagoniste ayant le plus de zones d'ombre. Et ce n'est pas la saison 4 qui viendra dissiper les mystères, et surtout pas l'OAV qui lui est dédié. Cela ne fera que rendre compte que ce dernier aura vécu bien des aventures et aura influencé notre monde. Et quand je dis influencer, il ne faut vraiment pas prendre ce terme à la légère. Une question que l'on aurait pu se poser est comment se fait-il qu'il soit en possession de l'Héliacube dès le début de la saison, alors que beaucoup avant lui l'ont si jalousement gardé. Eh bien, en fait, c'est là que le cas d'Oropo se perd dans les couloirs du temps. Lui qui existe depuis l'aube de ces derniers, il serait l'origine et la conséquence de tout. Une sorte de paradoxe. Il sera celui qui aura provoqué le chaos d'Ogrest, il aura mis Nox sur le chemin de l'Héliacube et ce qui conduira aux aventures de Yugo son créateur, engendrant donc une boucle dont il se trouve prisonnier. Notre protagoniste est donc à l'origine de celui qui aura causé toutes ces aventures qui lui-même aura permis l'évolution de son créateur. De par cette situation paradoxale, cela fait de Yugo son plus grand antagoniste sans le savoir. C'est un peu à la manière de l'œuf et de la poule. Ici, on ne saura jamais qui de l'antagoniste ou du protagoniste aura été là le premier. Incohérence ou pas, c'est ce qui donne selon moi une aura si particulière à cet arc. Dans une vidéo qui traite des antagonistes de Wakfu, l'Héliacube a selon moi tout autant sa place que les autres. Cet objet est doué d'une forme de conscience. Un peu à la manière de l'anneau de pouvoir, il sera amené à corrompre les plus inaptes et influencer le destin des plus forts. Je vous ai brièvement parlé d'Orgonax, le mécasme qui aura donné son cœur à Killby il y a de ça des millénaires. Plus l'on en apprend sur ces derniers, avec notamment le cas de Locus dans la saison 4, plus on sent un aspect divin au sein de ce peuple. Je dirais même qu'il y a plutôt une dimension cosmique chez eux. Un peuple d'entités semblant désintéressées du bien et du mal. Et l'Héliacube n'est autre que ce qui a été subjugué au plus faible d'entre eux. Oui, l'artefact qui aura rendu Nox fou, causé la disparition du peuple héliatrope, la folie de Killby et permis à Oropo de sévir n'est que l'essence du plus faible des mécasmes. Et Locus qui semble bien plus dangereux avec sa puissante héliasphère n'est même pas non plus au sommet de cette hiérarchie. C'est dire qu'après toutes ces aventures, on aura seulement gratté la surface de l'immensité de l'univers de Wakfu. Bon, si cette vidéo ne touche pas encore à sa fin, c'est qu'il en reste encore un. Bien que récent, il n'a pas à rougir face à ses prédécesseurs. Je parle de Tauros Mordal. Comme je l'ai dit, après avoir effleuré l'immensité du Cosmos, le domaine des dieux et les entités cosmiques, c'est désormais le multivers qui nous sera offert. Dans un monde lointain existait un héros qui aura été le premier à réunir les si puissants Dofus, mais au prix de la survie de son univers. Les conséquences de ces actes rendront l'entièreté de son peuple vidé de tout sentiment, hormis un seul, la faim, celle de Wakfu, l'énergie qui habite chacun. La ruine de son monde par sa faute condamnera le héros à être seul encore capable de ressentir des émotions, qui ne seront que profonde tristesse et culpabilité. Tauros Mordal n'aura donc plus qu'un seul but, nourrir par tous les moyens son peuple. Et cela tombera bien, les dieux venaient de bannir la déesse Héliatrope, celle qui est un peu à l'origine du monde, devenant ainsi à ses yeux une source d'énergie qui nourrira son peuple pendant encore des siècles. Tauros est un personnage qui sera moins ancré dans son univers.
l'univers, et aura peu de lien avec notre protagoniste. Mais cela reste un très bon antagoniste où l'on comprend pourquoi il cherchera à envahir des mondes. Il ne fera pas qu'office de méchant avec une aura menaçante qui nous donnera de sacrés combats. Il incarne aussi autre chose. Il est ce que nos héros auraient pu devenir par le passé, à force de jouer avec des forces qui les dépassent, cherchant à atteindre les capacités de divinité, les conséquences de la moindre de leurs erreurs met en péril le monde. On l'aura vu avec Nox, Killby, Ogrest et Oropo, parfois il y a des forces que l'on ne doit pas provoquer, ou sinon il faudra en assumer pleinement les conséquences, quitte à devoir se salir les mains. C'est fou de se dire qu'à partir d'un simple jeu vidéo, l'univers du Cosmos sera devenu un incroyable transmédia qui aura su nous proposer d'incroyables histoires. Tellement nombreuses que je sais que cette vidéo n'aurait pas pu tous les couvrir. Et puis on sait qu'il en reste encore beaucoup à venir. Mais celle qui nous aura le plus marqué sera celle de la confrérie du tofu. Mais bon, entre nous on sait très bien que ce n'est pas les protagonistes qui nous auront réellement marqués. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu sais comment ça fonctionne, laisse un like, partage, abonne-toi et... Vidéo sortie un petit peu en retard, mais j'espère qu'elle pourra retransmettre ne serait-ce qu'1% de l'intérêt que j'ai pour l'univers de Wakfu. Ce sera peut-être l'occasion d'en faire d'autres. En tout cas, en attendant, on se retrouve pour la prochaine. N'hésite pas à passer sur Twitch, suis-moi sur les différents réseaux et j'ai toujours pas d'idée d'outro.